Bonjour à tous. Alors moi, voilà, je suis historienne, je suis en histoire contemporaine. Je vais vous exposer une hypothèse sur l'œnologue, parce que ma thèse est sur le sommelier et l'œnologue à partir des années 50 à nos jours, d'une portée nationale à l'international. Donc là, j'ai plutôt choisi de vous présenter l'œnologue. Et pour commencer, je vais vous présenter, en traitant mes données en septembre, c'était les phares au vin, et je vais vous montrer une publicité, si ça veut bien marcher, voilà. Une pub que j'aimerais vous faire écouter, que je trouve qui illustre un peu mon propos et en même temps ma thèse en soi. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception, des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% d'avantage carte sur cette sélection des 50 € d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant. Enfin, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que Intermarché a ses œnologues, mais aussi il sélectionne les vins d'après Intermarché et gage de qualité en soi de leurs produits. Voilà. Donc, j'en reviendrai plus tard dans l'exposé pour vous présenter un peu plus ce côté œnologue. Donc tout d'abord, j'ai besoin de vous présenter un peu qui est l'œnologue. L'œnologue, à la base, au début du XXe siècle, était un pharmacien, qui était le scientifique du monde rural, aussi un chimiste et un biologiste. Ce n'est qu'à partir de 1955 qu'est créé le diplôme national des œnologues et que là est né le statut de l'œnologue tout simplement et que l'œnologie est reconnue comme une science issue de la chimie et de la biochimie. Les nouveaux œnologues ont décidé de se former en corps professionnel et donc sont créés en association professionnelle de la loi 1884, d'abord l'Union nationale en 1959, puis change de nom en 1965 et devient l'Union des œnologues de France, tout simplement parce qu'à cette même date, il crée l'Union internationale des œnologues. Pour vous présenter un peu leur profil, donc en 1960, l'œnologue à la base des années 50 à 70 c'était surtout un homme de laboratoire, les statuts sont créés, des laboratoires privés et publics. De 1970 à 1990, donc, l'œnologue se fait reconnaître dans le système de la vigne et du vin qui se met en place comme un acteur économique puisqu'il est aussi acteur de la qualité, c'est la mise en place des normes de qualité à l'échelle européenne. Ceci, on peut le voir avec notamment deux acteurs, Suzanne Brun et Paul Jaume, de la faculté de pharmacie de Montpellier, qui ont créé la sous-commission conventionnelle d'unification des méthodes d'analyse et d'appréciation des vins, mais aussi le codex du vin. Entre 70 et 90, du coup, l'œnologue, lui, il évolue. Son rôle évolue. Son statut, même si c'est un laborantin, il va dans les caves, il va regarder les vins, il va jusqu'au cave des vignerons, il n'attend plus les échantillons qui viennent à son laboratoire. Donc on passe ainsi du curatif au constructif, c'est-à-dire qu'en même temps que la science œnologique progresse. L'œnologue du laboratoire, l'œnologue qui est dans les caves, l'œnologue qui est dans l'université travaillent tous ensemble pour améliorer du moins la qualité et les problèmes du vin et une meilleure connaissance. La dégustation devient une norme officielle de qualité à partir de 1974. C'est une norme européenne. Émile Pénaud, œnologue de Bordeaux, avait mis en place déjà dès les années 70 les cours du lundi soir, des cours de dégustation. Il s'est rendu compte que ces cours du lundi soir avaient énormément de succès auprès des consommateurs, auprès des nouveaux vignerons, et il a décidé d'écrire un livre, le grand livre de la dégustation, Le goût du vin, qui est, on va dire, un manuel de la dégustation. Donc mon questionnement de mon hypothèse, c'est comment l'œnologue construit son expertise de la qualité par le biais de la dégustation froide et de son savoir-faire scientifique pour un discours hédoniste. Alors ma démarche, je vais d'abord présenter ma démarche, ma méthode. Ensuite, je vais vous montrer par le biais de mes entretiens qu'est-ce que la mise en pratique du discours froid et le discours médecin, parce que l'œnologue était considéré comme le médecin du vin, mais il a encore son rôle, enfin, ce statut encore actuellement, même s'il ne le veut plus. Et ainsi les limites du discours froid, du discours scientifique, quand on veut apprendre un discours chaud pour arriver à un discours hédoniste. Donc ma démarche est sur le temps long, en faisant l'histoire de l'œnologue et du sommelier. Je fais aussi en même temps, je me suis rendu compte que je faisais aussi l'histoire du goût, de la qualité. Cette démarche peut se faire justement qu'à partir d'une longue période.
Ceci, je peux le faire avec la quête des documents, qui sont généralement privés, et des personnes ressources, la recherche de témoins. Donc ma méthode est extrêmement ethnographique, c'est-à-dire je fais de l'immersion participative, énormément d'observations, et j'ai un gros corpus d'entretien. Alors l'œnologue, voilà, sans pour vous informer, même si vous le savez, voilà, il y a 5 villes en France avec 6 institutions qui ont plus ou moins leurs particularités. Et ce qu'on peut constater, c'est l'évolution du diplôme. Tout simplement, déjà, le diplôme était accessible en 1955 dès la sortie du bac. Après, il évolue à Bac+3, tout simplement, c'est que les BTS viticulture œnologie est créé à la même période et il y avait besoin de se distinguer entre BTS viticulture et aussi la section œnologie. En 1994, le diplôme devient Bac+4, mais cette fois, on demande aux candidats qui postulent pour cette formation d'avoir une formation en agronomie, en biologie et en biochimie. Et ensuite, Bac+5 avec la réforme européenne, LMD, en 2002. Donc l'œnologue, puisqu'on s'est constaté justement à partir des années 80-90 que le vin c'est aussi de l'agriculture. Donc il y a besoin de savoir déjà dès la base la qualité au niveau de la vigne, la sélection des cèpes, donc l'ampélographie et l'aspect agronomique. Et les l'INRA jouent aussi un rôle considérable sur les cépages. Donc là je vous montre 2 graphiques que j'ai fait sur les diplômés. Là on peut voir justement entre 90 et 2000. Il y a une grosse chute, une grosse disparité entre les écoles, surtout en 1995. Donc je suppose, je n'ai pas encore vraiment d'explication pour expliquer cette chute, mais en tout cas, ça peut être aussi dû à la réforme justement du diplôme, des masters. Enfin des masters, non, excusez-moi, une réforme des diplômes. La mise en place justement les nouveaux candidats. Et après, on voit une certaine fluidité, même avec une pic du nombre de diplômés jusqu'en 2012, mais ça peut aussi s'expliquer par une crise, par un surnombre de diplômés par rapport au poste d'œnologue fourni qu'il peut avoir à l'espace mondial. Parce qu'il y a aussi énormément d'étudiants étrangers qui viennent se former. Il n'y a pas que des Français, il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent se former en France. Donc là, on va vite dans le discours. Donc là, c'est des termes que j'ai repris des acteurs. Alors le boire, dans le contexte de boire pour eux, les œnologues, c'est on consomme du vin hors contexte, on ne fait pas d'analyse. Déguster permet d'identifier des substances chimiques, mais aussi pour l'œnologue, l'œnologue en soi, c'est aussi subir. Il souffre, ce n'est pas des vins de très bonne qualité, il n'est pas là pour ça. La dégustation, son principe, c'est surtout de différencier, d'écrire. Donc là, on est vraiment en mode concours en soi, ou alors une classification. Le dégustatif, c'est le produit qui sert à déguster. Ça peut être l'échantillon, comme on a dans les concours de jury. Et le goût, c'est justement l'acte de goûter des saveurs, essayer de percevoir du moins du bon. Alors, pour des raisons, on va dire d'anonymat, parce que je l'ai promis à mes acteurs, j'ai juste mis des noms et des prénoms. J'ai oublié de vous dire aussi que cette étude, elle a commencé déjà en 2013 dans mon Master 2, et je la continue en thèse. Donc là, les entretiens que je vous présente datent de 2013. Hélène et Henri avaient 2 œnologues d'un laboratoire privé. Ils avaient à l'époque, Hélène avait 60 ans et Henri avait 65. Donc là, on peut voir que la mise en place du conseil, le conseil peut être dirigiste pour certains, d'autres pas. Le manque de confiance aussi à certains vignerons sur la dégustation, sur leur méthode. Aussi sur le savoir-faire du vigneron qui a progressé sur la dégustation. C'est-à-dire... oui, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, voilà ce que je veux faire. Donc il peut accompagner le vigneron dans sa démarche de qualité. Et aussi, voilà, aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans mes discours, mon problème en histoire, c'est que j'ai du mal à identifier à quelle période ils arrivent à mettre des mots sur des termes, d'analyse ou pas. Parce que tout simplement, c'est pour eux c'est acquis, ils ne savent pas en parler. Et du coup, c'est le résultat d'une somme dans le temps, de leur connaissance et de leur mise en pratique. Par exemple, le seul moment où je peux, plus ou moins, par exemple, c'est que dans les années 60, on demandait surtout à l'œnologue de faire et surtout d'être très précis dans les degrés, parce que dans le Languedoc, on vendait au degré hecto. Voilà ce qu'était la demande. Ou sinon, voilà, là je peux me mettre dans un contexte. Ou alors l'œnologue aussi, il fait participer les vignerons, c'est-à-dire qu'il était formateur de qualité aussi pour le vigneron dans les caves. Après, on a le côté, la dégustation froide. Un goûtat, c'est rapide, c'est vite fait, l'échantillon, c'est même à la bouteille. Donc là, on est dans l'expéditif. On a la mise, la bouche, elle est là pour ça. On déguste le mou.
et pendant toute la vie du vin également pour savoir comment l'améliorer, le commenter, le vendre. Donc là, Jean-Luc, il avait 55 ans à l'époque, il a aussi une fonction de négociant. Donc il est toujours aussi dans le marché, il s'est attribué aussi un discours de marché. Et il arrive très donc pour lui la dégustation, c'est comment arriver à vendre ses vins et suivre son évolution. Nous avons aussi la description de la routine, c'est-à-dire des gens qui sont sensibles aux maladies. Alors là c'est rigolo parce que là il y a une personnification, enfin Hélène a fait la personnification entre le vin et le vigneron. On ne sait pas qui est malade. Dans sa phrase en contexte, on se demande qui est malade, mais en fait c'est pour le vin. Elle va contrôler elle va contrôler plus certaines personnes parce qu'elle sait qu'en termes de la vigne, c'était mal entretenu, ou sinon au niveau de la cave, il y a des problèmes d'hygiène, ou alors il y a toujours un problème dans son processus. L'autre analyse de routine, c'est le contrôle des sucres, c'est l'alcool, c'est l'acidité totale, l'acidité volatile, le soufre, et décider ainsi comment se fait le processus de fermentation. Et le discours de l'œnologue, c'est le mauvais. Alors, c'est les anomalies, c'est les défauts, c'est les problèmes pendant les vinifs, c'est le manque d'hygiène, le point de vue qualité, sur le plan gustatif. L'œnologue, lui, son vocabulaire, c'est le mauvais. Il est là pour dire ce qui est mal, ce qui n'est pas bon. Par exemple, Michel, qui est œnologue à la retraite, elle m'a dit, on demandait à d'autres de sélectionner des vins et après, il y avait des problèmes. Donc la seule personne qui était susceptible de pouvoir identifier un défaut dans le vin, c'était l'œnologue, parce qu'il est formé pour. L'œnologue, médecin du vin, ça, on peut le voir dans l'extrait, c'est on fait de la consultation. On palpe, on touche le vin, prend sa température, on prescrit, on soigne les maux. Donc là, il y a, voilà, par exemple, si je trouve de l'oxydation, je vais conseiller du BP ou je vais conseiller du charbon. S'il a de l'amertume, je vais faire une petite gélatine, je vais prescrire de la bentonite. Je vais donner des prescriptions dans ce sens. On fait tout ce qu'on peut, qu'on peut faire sur des mots. Discours médical est très présent. Discours chimique et technique. On macère, on prend des échantillons, on diminue les problèmes, on filtre, on fait de la filtration, on fait du pigeage, du remontage, du délestage. Là, c'est l'aspect technique, chimique et scientifique. Là, on agit. Enfin, toute cette connaissance de ce discours froid, de ce discours technique et chimique, il est mis en valeur lors des concours des finalistes. C'est un concours des vins, mais surtout c'est un concours sur les œnologues qui a été organisé et qui est toujours organisé d'ailleurs par l'Union des œnologues de France. Donc une des particularités de ce concours, c'est qu'il est réservé spécialement qu'aux œnologues. On ne trouve pas de vignerons, on peut trouver 2-3 sommeliers, mais que les œnologues qui se retrouvent. Excusez-moi. L'objectif, voilà, justement, c'est détecter la technique. Et des concours de vin, on va essayer de trouver qu'est-ce qui est bon dans le vin. Là, on va découvrir les défauts techniques du vin. C'est un autre système de notation et de découverte. Par exemple, dans ce même concours, Patrick, qui est un sommelier à la retraite, et un des rares sommeliers que j'ai rencontrés qui participe au Vinali. Et lui, il a été très surpris de la manière comment on déguste un œnologue. C'est-à-dire, on ne dit pas que du mauvais dans un vin, le vin a aussi des qualités, même si on ne dit pas qu'il a un goût de serpillière. Ça, c'est moi j'ai souvent entendu dans les jurys ou dans les discussions avec des œnologues le mot serpillière, vraiment très souvent, ou pisse de rat, ou plein d'autres termes, ou l'écurie. Après, Michel, elle dit très clairement, quand on déguste, c'est la formation qui veut ça, on ne doit voir que les défauts dans le vin, on le critique toujours dans ce sens-là, parce que l'objectif c'est de l'améliorer, c'est le côté médecin. Donc, l'œnologue peut faire des descriptions des vins sur des contre-étiquettes. Voilà, comme le dit Henri, je fais l'analyse, mais si le vigneron veut que j'aille plus loin dans la description, je lui fais comme ça, il l'indique sur son étiquette. Alors j'ai Bruno qui est œnologue dans une cave coopérative et que lui, voilà, il est légitime pour mettre le nom de... J'ai encore un peu de temps ou pas 5 minutes. Ok, j'arrive à la conclusion. Pour essayer d'allier vin et mets. Donc j'avance un petit peu. Là, c'est un cas très typique. Michel, toujours même œnologue, elle a été agent de communication pour les vins d'Inter-Rhône. Elle a très mal vécu ce côté d'agent de communication, parce qu'en tant que scientifique, on ne doit pas... Enfin, il y a une conscience scientifique, on ne ment pas. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on le dit. Elle, par exemple, elle le dit très clairement, et je n'avais pas le droit de dire que celui-là
est un peu oxydé, alors on ne dit pas oxydé, on dit évolué avec des arômes de rhum, d'épices qui peut accompagner la cuisine japonaise. Donc elle se sentait trahir en même temps le consommateur, elle se sentait trahir elle-même en même temps dans un point de vue scientifique. Toujours la même Michel, elle le dit très bien à la fin de cet extrait, c'est qu'Alphonse d'Anjolivet, elle était très connue pour ça. Elle a mis en place en même temps un partenariat avec les lycées hôteliers, elle est membre d'Escoffier, enfin, elle est dans le monde de la gastronomie. Mais elle se sentait besoin de revenir sur les pieds sur terre, c'est-à-dire dans le monde de l'œnologue, le monde du juste, le monde du vrai. On ne ment pas et elle va tout le temps voir ses anciens collègues et les vignerons pour revenir sur les pieds sur terre. Parce que pour elle, justement, ce mensonge-là était trop, de point de conscience, elle était un peu trop. Donc l'œnologue est présent, c'est un agent commercial. Enfin, du moins, moi je peux voir à partir de 2010, que je travaille dans le vin depuis 2010, donc je ne peux pas prouver entièrement. Il est présent dans les salons, dans les foires au vin, et j'ai transformé le terme en cours d'initiation en œnologie, parce que c'est cours d'œnologie qu'on dit généralement, et cours d'œnologie pour moi ça se dit pas, sinon c'est des cours de chimie, et généralement c'est des cours d'initiation à la dégustation. Donc l'œnologue est un acteur du tourisme vitivinicole en soi, parce qu'il accueille le domaine, il est là, il est présent, il vend les vins, mais aussi par le biais de Michel en même temps, vu qu'elle était agent d'Interrhône, l'interprofession, elle faisait des visites de la région. Voilà, elle faisait découvrir les vins, notamment aux enseignants en école hôtelière et faire promouvoir les vins de la vallée du Rhône. L'œnologue aussi, justement, son conflit avec la dégustation, du moins ses limites, il s'en est rendu compte justement comment parler du vin en bien. Le cas de Thibaut que j'ai rencontré à une dégustation chez un sommelier, où il a remarqué au nez que son vin avait des défauts. Et là, il s'est rendu compte comment le sommelier a réussi à mettre en valeur ses vins. Et Sophie, une jeune étudiante à l'époque qui sortait tout juste de son DNO, je l'ai rencontrée à un concours de vin et elle m'a dit très clairement, je ne sais pas dire du bien du vin. En conclusion, la pub Intermarché, ça on va passer. En conclusion, l'œnologue, voilà, quoi qu'il en soit, c'est un scientifique, c'est un chimiste. Son dada, ses discours froids, c'est parler du vin en mauvais, dans sa formation initiale. Donc, il met en pratique par les analyses, c'est un médecin, mais après, par les connaissances en soi, il arrive plus ou moins à transformer le vin en un goût marketing, ou du moins à une clientèle bien précise. L'œnologue est aussi un tourisme vitivinicole parce qu'il a le discours de la qualité, il est garant scientifique des vins. C'est un homme de l'ombre, on ne le voit pas généralement, à part dans une pub Intermarché actuellement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il empiète en ce moment dans le monde de la communication et ça fait confusion sur son identité professionnelle, entre le sommelier notamment et l'œnologue. Ils sont en confrontation d'images par le biais de savoir-faire la dégustation. Même si l'œnologue est un acteur qui est dans un territoire, il parle que des vins de son territoire, il ne sait parler que de ses vins du territoire, ou du moins des territoires sur lesquels il travaille. Et l'acquisition du discours chaud, ou alors du discours hédoniste est très compliqué, ou alors justement, comme à Bordeaux, ils mettent en place depuis 5 ans une formation justement avec des sommeliers pour savoir parler du vin en qualité. Alors l'ouverture, vu que je suis avec des linguistes, me pose la question en ce moment sur la définition de winemaker. Parce que, est-ce qu'on parle du vigneron, ou on parle d'un spécialiste de la vinification d'élevage, ou alors un caviste, ou l'œnologue, mais même s'ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme œnologue pour les États-Unis et l'Australie. Ou alors, et aussi, là c'est une ouverture, parce qu'en écoutant cette pub, je me suis remarqué que oui, l'œnologue, quel est son rôle dans la grande distribution, parce que je connaissais surtout le sommelier. Et je vous remercie pour votre attention.